Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, l'ambassadeur Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un ancien diplomate américain, auteur de plusieurs ouvrages et commentateur politique bien connu pour ses critiques à l'égard de la politique étrangère des États-Unis. Ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Freeman, welcome back to India and Global Left. Merci. Heureux d'être avec vous. I want to start with President Trump's Je voudrais commencer par la période de 2 semaines annoncée par le président Trump, après laquelle il ferait connaître au monde sa décision d'aller de l'avant à fond dans la guerre israélo-américaine contre l'Iran. 2 choses me viennent à l'esprit. Premièrement, il pourrait encore y avoir une certaine confusion quant à la participation ou non à cette guerre totale. Sinon, il pourrait avoir besoin de temps pour se préparer à cette guerre massive et à grande échelle. Quel est, selon vous, le sens de cette période de transition? What is your sense of what this breakout window period is? I think it's nothing like Je pense que ce n'est rien de ce que vous avez suggéré. a matter of confusion. Je pense que c'est simplement une question de confusion. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Nobody knows what Il dit personne ne sait ce que je vais faire. but that includes Mais cela l'inclut lui aussi. know what he Il ne sait pas ce qu'il va faire. because from the Pourquoi? Parce que depuis le début, son administration, relating to West du moins sur les questions concernant l'Asie de l'Ouest, divided a été profondément divisée entre les partisans d'Israël avant tout et les partisans de l'Amérique avant tout. America first. Lui et ses partisans de l'Amérique d'abord sont maintenant en désaccord. You see Tucker Carlson Vous voyez Tucker Carlson, un commentateur politique de droite qui a largement contribué à créer l'idéologie America First, se retourner contre lui. Steve Bannon, son mentor lors de sa première administration, s'est également montré très critique. administration that he had has also come out very critically. And so it's pretty obvious that Mr. Il est donc assez évident que M. Trump est profondément déchiré entre les riches plutocrates sionistes qui l'ont mis au pouvoir, dont les dons lui ont permis de remporter les élections, et sa base électorale. Et sa base électorale est en train de l'abandonner. Donc je pense que nous ne savons pas où cela va mener. Il doit faire un choix concernant son propre avenir et son héritage. Je pense qu'il voulait sincèrement, et veut peut-être encore, résoudre ce problème de manière pacifique. Mais il a été frustré à tous les niveaux par 2 choses. D'abord, l'incompétence des personnes qui l'entourent, qui ne savent vraiment pas ce qu'elles font et qui sont des amateurs. He has helping him, who really don't know what they're doing and are amateur. And second, the pressures he's faced from Et deuxièmement, les pressions qu'il a subies de la part de ses donateurs, Myriam Adelson et d'autres, qui sont farouchement opposés à toute négociation et a fortiori à un accord avec l'Iran qui ne soumettrait pas l'Iran à l'hégémonie israélienne. L'objectif des Israéliens n'est pas nécessairement de détruire le programme nucléaire iranien, apparemment encore embryonnaire. Il s'agit de provoquer un changement de régime et de fragmenter l'Iran selon ses composantes ethniques. Ainsi, on entend que M. Netanyahou aurait dit aux Azerbaïdjanais d'Azerbaïdjan, l'ancienne République soviétique, aujourd'hui la République indépendante d'Azerbaïdjan, qu'ils obtiendraient la population azérie de l'Azerbaïdjan iranien, qui est en réalité bien plus nombreuse que celle du domaine de Bakou, dans le cadre d'une partition. Des Ustamer-Shah ont été entrepris avec d'autres. Similar efforts seem to have been made with others. I don't know what's been said to the Kurds or to the Baluch. Je ne sais pas ce qui a été dit aux Kurdes ou aux Baloutches, mais il s'agit d'un effort pour faire à l'Iran ce qu'Israël cherche depuis longtemps à faire à la Syrie. Israel has not succeeded. Israël n'a pas réussi à anéantir la Syrie, mais il a essentiellement détruit sa souveraineté, à l'exception d'un sens purement nominal. Il veut faire la même chose avec l'Iran.
On ne peut pas y parvenir sans l'aide des États-Unis. Ainsi, il a inventé une guerre sur la base d'une justification totalement fictive, en partant du principe que s'il parvient à impliquer les États-Unis, cela engagera ces derniers à long terme contre l'Iran dans une guerre d'usure et cimentera une approche israélo-américaine commune pour la partition de l'Iran. Bien sûr, je dirais simplement que l'Iran existe depuis 2700 ans et je ne pense pas qu'il va disparaître de sitôt. Ce que je constate actuellement, c'est une répétition de diverses entreprises ratées ailleurs. Comme dans le cas de la guerre russo-ukrainienne, on nous dit que l'Iran est au bord du gouffre, que son économie s'effondre, que son peuple se révolte, qu'il y a beaucoup d'opposition à la guerre et qu'il est sur le point de capituler. Il ne peut pas gagner. Et bien sûr, l'Ukraine est censée être en train de gagner. Le MI6, le service de renseignement britannique, diffuse toutes sortes de propagande. La Russie serait constamment à court de missiles, de drones, etc. Bien sûr, tout cela s'est avéré totalement faux. Mais nous voyons encore une fois ce faux triomphalisme comme un exercice de propagande. Vous savez, ils prétendent que l'Iran est en train de perdre la guerre. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est qu'Israël, pour la première fois depuis 1973, lors de la guerre du Ramadan ou de Yom Kippour, subit réellement des dégâts. Et il a attaqué l'Iran, un ennemi capable de riposter. Et l'Iran répond de plus en plus efficacement. Je peux vous parler, si vous le souhaitez, des raisons militaires à cela. Mais je dirais simplement que nous sommes submergés par la propagande néoconservatrice et la propagande israélienne, qui est bien sûr très efficace. Les Israéliens sont passés maîtres dans l'art de déformer la réalité à leur avantage, et ils le font à nouveau. L'objectif israélien de changement de régime et de démantèlement de l'Iran en plusieurs parties découle-t-il principalement du soutien que l'Iran apporte à l'axe de la résistance? Ou bien Israël ressent-il également une menace, qu'elle soit idéologique, réelle ou perçue, de la part de l'Iran? Eh bien, Israël a effectivement neutralisé la plupart de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Il a dévasté Gaza. Le Hamas continue de résister, mais pas très efficacement. Israël a profité de la couverture de la guerre avec l'Iran pour redoubler d'efforts dans sa politique de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Le niveau de violence des colons israéliens contre la population arabe autochtone y a augmenté. Israël a décimé le Hezbollah, éliminé sa direction et continue d'occuper diverses bases dans le sud du Liban en violation de l'accord de cessez-le-feu. Il a complètement dévasté la Syrie, supprimé toute sa capacité d'autodéfense et, comme je l'ai dit, a essentiellement forcé la Syrie à adopter une position de déférence envers Israël qui dépasse tout ce que nous avons vu auparavant. Elle a intimidé la Jordanie pour qu'elle autorise le survol de son territoire via l'Irak afin d'attaquer l'Iran. Et elle a impliqué les forces américaines en Irak, qui contrôlent l'espace aérien irakien, pour permettre le passage d'avions au-dessus de ce pays. D'ailleurs, ce contrôle américain en Irak est censé prendre fin en septembre, lorsque les Américains se retireront, ce que le Parlement irakien a réclamé à plusieurs reprises, mais que les États-Unis ont résisté à mettre en œuvre. Donc je pense que, du côté de l'axe de la résistance, Israël se sent assez à l'aise, estimant avoir neutralisé la menace. Mais Israël a des ambitions plus grandes. Il veut une domination totale, une sécurité absolue dans sa région. Bien sûr, quiconque recherche une sécurité absolue garantit une insécurité absolue pour tous les autres. Et Israël a un plan. Vous savez, Wesley Clark, le général Clark, ancien commandant des forces européennes et cerveau de la guerre en Bosnie et au Kosovo, a rapporté qu'Israël avait un plan pour éliminer 7 pays en 5 ans.
Et ce scénario a été suivi de près. L'Iran était le 7e, les autres se sont alignés. Mais maintenant, on entend des Israéliens dire que tout cela n'est qu'un spectacle préliminaire, et que l'ennemi ultime sera la Turquie, et qu'Israël doit dominer la Turquie. Nous sommes donc face à une ambition démesurée, et malheureusement, deux facteurs alimentent cela à l'échelle internationale. Le premier, c'est qu'Israël bénéficie d'une impunité soutenue par l'Occident pour tout ce qu'il fait. Donc il n'y a jamais de conséquences à son comportement. J'utilise ce mot à dessein, car il n'existe aujourd'hui aucun pays sur la planète qui puisse prétendre au titre de champion du mal et rivaliser avec Israël en termes de cruauté, d'immoralité et de manque de respect des normes mondiales et du droit international. Un des facteurs est donc le soutien occidental à l'impunité israélienne. L'autre facteur est la paranoïa des Israéliens, qui ont bâti un État sur un culte de la mort. Je veux dire qu'ils ont créé un mythe d'Israël fondé sur la Shoah en Europe, une célébration de la victimisation et de la souffrance qui garantit des hallucinations quant aux menaces qu'ils pensent subir de la part des autres. Ainsi, Israël ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu la déférence de toute la région. Et bien sûr, son comportement garantit qu'il n'aura pas la déférence volontaire de la région, même si d'autres dans la région peuvent être intimidés. D'après ce que vous dites, il y a déjà une escalade dans les ambitions d'Israël. Il ne s'agit plus seulement de réprimer le nationalisme palestinien, ni même d'être lié à l'axe de la résistance, ou d'éliminer les 7 États, comme le général Wesley Clark l'a décrit de façon célèbre, ou tristement célèbre. Désormais, cela va au-delà, avec l'objectif de dominer d'autres régions qui ne font pas nécessairement partie de ces 7 pays. Et vous avez mentionné la Turquie. Donc je pense que la question qui se pose est la suivante. Comment la Turquie, bien sûr, au sein de l'OCI et ailleurs, tire-t-elle la sonnette d'alarme aujourd'hui, même si elle ne prend aucune mesure concrète? Mais aussi, qu'en est-il des monarchies du Golfe Persique? Que pensent-elles? Parce qu'une opinion est que, bien qu'ils fassent preuve d'un certain service de façade sur toutes ces plateformes, ils observent silencieusement, car l'Iran est lié à la question des mouvements de résistance palestiniens, qui exercent une influence morale énorme sur le monde arabe. Mais d'un autre côté, ils se réjouissent aussi en silence du fait que l'Iran soit ramené à une taille plus modeste. Cependant, Israël accroît également sa présence, et cela doit les rendre nerveux. Dans cette situation, comme nous l'avons évoqué lors de votre dernière intervention dans notre émission, la visite du président Trump dans le Golfe Persique, nous n'avons rien vu concernant la Palestine, même pas une mention de la part des États arabes. Ils parlaient tous de ces accords immobiliers, des contrats avec Boeing et des investissements. Donc ils n'agissent pas du tout, mais logiquement, ils devraient être préoccupés. Eh bien, tout cela renvoie à la tendance actuelle de la politique israélienne, qui a permis à des extrémistes religieux d'entrer au gouvernement. Le sionisme religieux est représenté par une carte à la Knesset, accrochée au mur de la Knesset, et par certains écussons sur les uniformes de l'armée israélienne, qui montrent un grand Israël s'étendant du Nil à l'Euphrate, incluant la Syrie, le Liban, la Jordanie, des parties de l'Irak, du nord de l'Arabie saoudite et l'Égypte à l'est du Nil. Et ici, bien sûr, il s'agit d'une supercherie religieuse parce que, eh bien, il y a plusieurs choses amusantes à ce sujet. L'une d'elles est que les fondateurs d'Israël, les fondateurs sionistes d'Israël, ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient athées. Et pourtant, ils fondent leurs revendications sur le fait que Dieu aurait donné à Israël le droit sur cette terre. Deuxièmement, bien sûr, si Dieu l'a fait, il l'a donné, ou peut-être elle, je ne sais pas, à Abraham. Et Abraham est le père des Arabes aussi bien que des Israélites.
Donc tout cela n'est que baliverne religieuse et totalement fallacieux. Mais ce groupe est aux commandes. Écoutez Bezalel Smotrich ou Ben Gvir, et vous entendrez des ambitions d'annexer pratiquement tout ce qui se trouve à la périphérie d'Israël. Eh bien évidemment. Et puis bien sûr, nous avons vu une poussée israélienne pour exterminer les Palestiniens à Gaza. Et maintenant, aider et encourager, je suis désolé de le dire, par mon propre pays. Israël, vous venez de Chicago du moins en partie. Et à Chicago, il y a des abattoirs dans lesquels le bétail est rassemblé. Les animaux sont conduits à l'abattoir. Et les stations d'alimentation qui ont été mises en place à Gaza par une fondation conjointe américano-israélienne sont conçues exactement de la même manière. Et le résultat est le même. Les gens sont dirigés vers ces enclos et ensuite ils sont tués par des snipers, de l'artillerie ou autre. Et bien sûr, ils ne reçoivent pas assez de nourriture pour nourrir leur famille. Et on nous dit maintenant que des enfants meurent non seulement de faim, mais aussi de soif à Gaza. Donc tout cela, cette guerre d'ailleurs, sert de formidable couverture à ces cruautés incroyables. Bref, je dirais simplement que les ambitions d'Israël sont effectivement la sécurité absolue. Et comme je l'ai dit, cela apporte une insécurité totale à tous ceux qui se trouvent à portée. Vous avez tout à fait raison de dire que les Arabes n'ont pris aucune mesure concrète. Lors de la visite de M. Trump à Riyad et aux Émirats arabes unis, toute discussion sur la question palestinienne s'est déroulée hors caméra, en privé, et l'ensemble de l'événement était consacré à la célébration des possibilités de réaménagement immobilier sur la Riviera, je l'appelle Auschwitz sur la Méditerranée, que M. Trump a soutenu. Ce n'est pas nouveau. Les dirigeants arabes ont toujours dû trouver un équilibre entre une opposition populaire généralisée, plus qu'une simple antipathie, une haine de ce que font les Israéliens, une opposition sérieuse à leurs bars et leurs propres intérêts en tant que dirigeants. Et ils ont réussi à réprimer la plupart des manifestations populaires et à garder le contrôle, malgré l'opposition de leur peuple à leur politique. Le Conseil de coopération du Golfe, pour répondre à la dernière partie de votre question, quelles sont les réactions face à la souffrance de l'Iran sous cette attaque? Elles varient énormément. Je pense que le seul pays arabe qui soutient vraiment ce que fait Israël et s'en réjouit, c'est la Syrie, où Al-Assad, le président, considère l'Iran comme l'ennemi principal depuis longtemps et semble apparemment satisfait de voir l'Iran, comme vous l'avez dit, être ramené à une taille plus modeste. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Mohammed Ben Salman, le prince héritier et chef de facto de l'exécutif en Arabie Saoudite, vient d'appeler le président Raïssi en Iran et a exprimé non seulement sa condamnation d'Israël et de ses actions, mais a aussi affirmé parler au nom de l'ensemble du monde islamique pour exprimer sa solidarité avec l'Iran. C'est donc intéressant, car cela dépasse le clivage sunnite-chiite. Et je dois dire qu'au sein même de l'Iran, on observe une évolution politique qui s'éloigne de l'accent mis sur la théorie du gouvernement théocratique pour aller vers un nationalisme plus conventionnel, dans lequel l'armée joue un rôle plus important que les gardiens de la révolution islamique. L'attaque contre l'Iran, loin de diviser les Iraniens, semble au contraire les avoir unis. Le niveau de haine envers Israël n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui, et la déception ainsi que le sentiment de trahison envers les États-Unis n'ont jamais été aussi forts. Nous sommes donc dans une situation où l'on observe des phénomènes étranges en raison de la guerre de désinformation que j'ai évoquée plus tôt, de la déformation des réalités, et de l'affirmation selon laquelle l'Iran serait acculé, tout comme on le disait de la Russie au premier stade de la guerre Russie-Ukraine, et qu'il serait donc sous une pression énorme pour capituler. Nous venons d'assister à une réunion à Genève entre les descendants des croisés,
les Britanniques, les Français et les Allemands, et l'Iran, au cours de laquelle ils ont fait pression sur l'Iran pour qu'il capitule, ce qui a été fermement rejeté par Amir Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères. Et je pense que la vraie question est, pourquoi les Européens sont-ils allés parler à l'Iran? Ce n'est pas l'Iran qui a commencé la guerre, c'est Israël. C'est à Israël de mettre fin à la guerre. L'Iran a déclaré que dès qu'Israël cesserait de lui tirer dessus, de détruire des vies, d'assassiner des gens et de commettre des crimes, toutes les agressions qu'il a perpétrées, l'Iran répondrait en mettant fin à ses attaques contre Israël. Il est donc clair que l'élément perturbateur, c'est Israël, pas l'Iran. Ursula von der Leyen, la représentante de l'Union européenne lors de la réunion du G7, ou G6+1 je suppose, au Canada en Alberta, a affirmé que la source de l'instabilité en Asie de l'Ouest était l'Iran. Mais c'est manifestement faux, et tout le monde le sait. Alors, à quel jeu jouent les Européens ici? Ils jouent un jeu sioniste. Et je reviens au fait que M. Trump, qui selon moi voulait sincèrement résoudre ce problème pacifiquement, se retrouve pris entre les sionistes et sa propre base, qui s'oppose à une guerre. Les derniers sondages aux États-Unis montrent, selon celui que l'on consulte, que seulement 16% ou 19% des Américains sont favorables à rejoindre Israël dans cette guerre. Et de larges majorités de démocrates et d'indépendants, et même de républicains dans une moindre mesure, y sont opposés. Et pourtant, les donateurs de M. Trump et M. Netanyahou, qui semblent avoir infiltré l'esprit de M. Trump avec des renseignements fabriqués qui contredisent ceux de la CIA et de tous les autres, il suit les directives d'Israël. Nous sommes donc face à une anomalie, et c'est une situation profondément humiliante pour moi en tant qu'Américain. Non seulement les États-Unis suivent des politiques étrangères dictées par un pays étranger et acceptent des renseignements fournis par ce pays étranger, des renseignements fabriqués qui servent les intérêts de ce pays, plutôt que de s'appuyer sur leur propre appareil de renseignement. Mais nous imposons en réalité la censure à notre population au nom d'un pays étranger. Nous expulsons des personnes au nom d'un pays étranger. Nous attaquons nos propres universités au nom d'un pays étranger. C'est remarquable. Et je pense que la base électorale de M. Trump commence à comprendre ce qui se passe et commence à réagir. Qu'en pensez-vous? Où en est le renseignement américain dans ce conflit? Parce que d'un côté, la directrice du renseignement national affirme que nous n'avons aucune raison de conclure que l'Iran développe un programme d'armes nucléaires ou est sur le point d'en développer un. Et d'un autre côté, l'une des principales préoccupations auxquelles l'Iran est confronté, en dehors du bombardement de Natanz et d'autres installations nucléaires, d'Ispahan et maintenant de la grande question autour de Fordow, ainsi que des attaques contre des centrales électriques, des raffineries de gaz et de pétrole, etc. C'est l'élimination de sa direction. Le New York Times publie aujourd'hui une colonne entière sur le guide suprême qui évoque déjà sa succession. Et la direction iranienne a désormais reconnu qu'il devait y avoir eu d'importantes, très importantes failles dans la sécurité du renseignement, étant donné que tant de leurs dirigeants ont été éliminés en l'espace d'une heure seulement. Il est difficile d'imaginer que le Mossad fasse tout cela entièrement seul, mais personne n'en est certain. Mais je me demande simplement quel est votre avis sur la CIA. Eh bien, je pense qu'Avril Haines, la directrice du renseignement national, a démontré son intégrité en rapportant fidèlement ce qu'a conclu la communauté du renseignement, à savoir, comme vous l'avez dit, qu'il n'existe aucune preuve qu'Iran ait pris la décision de fabriquer une arme nucléaire. Je pense que c'est un consensus. Jusqu'à récemment, c'était un consensus auquel le Mossad souscrivait également.
Cependant, ils ont été politisés par M. Netanyahou, et ils ont donc présenté une version légèrement différente. Il est vrai qu'en réponse à l'abandon du soi-disant JCPOA, l'accord nucléaire, le plan d'action global commun avec l'Iran, par M. Trump lors de son premier mandat, l'Iran a progressivement augmenté le niveau d'enrichissement, je pense pour obtenir un levier dans les négociations, mais il n'est pas allé plus loin. Il semble donc qu'ils aient suffisamment de matière pour fabriquer environ 11 bombes avec de l'uranium enrichi à 60%, qui pourraient facilement être transformées en quelques jours ou semaines en uranium à 90%, le seuil nécessaire pour construire une arme nucléaire. Ils en ont la capacité. Les Iraniens nous disent qu'en anticipant une sorte de guerre, même s'ils ne savaient pas quand elle aurait lieu, ils ont clairement été pris au dépourvu, en partie à cause de l'apparente volonté de M. Trump de privilégier la négociation et de s'opposer à Netanyahou sur la question d'une attaque contre l'Iran. Ils ont en fait caché ce stock d'uranium enrichi à différents endroits et il n'est pas vulnérable. Permettez-moi donc d'aborder le point que vous avez soulevé concernant la possibilité que le Mossad et Amman, qui est le renseignement militaire israélien, aient agi seuls. Je pense que la réponse est clairement non. Et nous voyons dans le plan élaboré pour l'attaque contre l'Iran un écho de l'attaque de l'Ukraine contre la Russie, c'est-à-dire l'infiltration de drones armés placés à proximité des installations, prêts à intervenir dès que le signal serait donné. Cela porte la signature du Mi-6. Nous savons également qu'en Azerbaïdjan, qui, comme je l'ai dit, s'est apparemment vu promettre une partie de l'Iran si la politique israélienne aboutit, il existe une très grande base de la CIA. Il est impossible d'imaginer qu'elle n'agisse pas en collusion avec le Mossad et Amman, qui ont eux aussi une très forte présence en Azerbaïdjan. Mais le point essentiel ici, c'est que, loin d'être une réaction spontanée à une situation urgente, ce plan a été mis en place sur plusieurs années. Et les Israéliens nous expliquent en fait comment ils ont procédé, comment ils ont surveillé tous les scientifiques nucléaires, repéré où vivaient les officiers militaires, et ainsi de suite. Ils ont positionné des drones et fait deux choses. D'abord, ils ont mené de nombreux assassinats. Au passage, ils ont causé beaucoup de dommages collatéraux. En tuant le négociateur iranien avec les États-Unis, Shamkhani, ils ont également tué 60 personnes dans son immeuble, dont 20 enfants. C'est donc une indifférence israélienne typique face à la perte de vies humaines, quelle qu'elle soit, et cela crée un précédent terrible pour d'autres lors de guerres futures. Mais cela a duré assez longtemps. Parallèlement, ils ont mené une cyberattaque contre la défense aérienne iranienne, ainsi qu'une attaque de drones sur cette même défense, ce qui l'a neutralisée pendant environ 8 à 10 heures avant que les Iraniens ne puissent la rétablir. Les Iraniens ne se sont pas laissés déstabiliser. Ils ont élaboré un plan qu'ils suivent depuis lors. Et je voudrais simplement décrire brièvement ce que je pense s'est passé militairement et ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que l'Iran disposait d'un important stock de missiles anciens. Il les a d'abord tirés sur Israël afin d'épuiser les défenses antibalistiques israéliennes. Il ne s'attendait pas à ce que beaucoup d'entre eux passent, très peu l'ont fait. Cependant, à mesure que les défenses israéliennes se sont affaiblies, de plus en plus de missiles iraniens parviennent à passer. Et ce que nous voyons maintenant, ce sont des missiles de première classe, récemment développés, y compris des missiles hypersoniques et le Khorramshahr 4, qui possèdent une ogive à guidage terminal capable de larguer environ 80 bombes distinctes et qui ne semblent pas pouvoir être interceptées ni par le système Arrow, le système de défense antibalistique israélien, ni par le TAAD, le système américain déployé en Israël. Nous assistons donc à une guerre d'usure.
So we have a war of attrition going on. Iran, in normal times, Iran produced about 300 missiles a month. En temps normal, l'Iran produisait environ 300 missiles par mois. Il en tire, vous savez, 10 ou 12 par jour. Il a augmenté sa production, il affirme l'avoir doublée, donc il ne risque pas de manquer de missiles de sitôt. En revanche, de l'autre côté, les États-Unis, qui mènent des guerres par procuration dans de nombreux endroits, sont à court de ressources. Nous n'avons pas les stocks nécessaires, et Israël ne peut pas non plus les fabriquer. Il s'agit donc d'une guerre d'usure qui, dans environ 10 jours, très probablement, contrairement à ce que rapporte la presse, verra Israël dans une position très désavantageuse lors de ces échanges. Voilà la situation sur le plan militaire. Et l'Iran a pris la position de ne pas engager de négociations tant que les attaques contre lui ne cesseront pas. Et c'est la position qu'Arakchi a énoncée à Genève lors de sa rencontre avec les Européens. Et je ne vois aucune raison de penser que cela va s'arrêter. Donc M. Trump ne va pas s'en sortir facilement ici. Il n'y a pas de solution simple à l'impasse à laquelle il est confronté. Je ne pense pas qu'il veuille une guerre avec l'Iran, mais il est entouré de personnes qui, elles, en veulent une. Et il semble avoir limité son cercle de conseillers immédiats à ce groupe, en excluant ceux qui ne sont pas enthousiastes. Fait intéressant, ceux qui ne sont pas enthousiastes incluent non seulement Dan Coats, le directeur du renseignement national, mais apparemment aussi Pete Hegseth, car les gens du Pentagone savent très bien qu'il n'y a aucun moyen de détruire Fordow autrement que par une attaque nucléaire. Nous en arrivons donc à ce problème. L'Iran n'est pas un État voyou. Elle n'a pas mené d'attaque. Elle n'a déclenché aucune guerre avec qui que ce soit à l'époque moderne. C'est l'Irak qui a commencé la guerre Iran-Irak. Israël a déclenché la guerre Israël-Iran. Israël est un État voyou. Et nous avons vu qu'il ne semble avoir aucune contrainte morale. Il se sent libre de commettre un génocide, de mentir effrontément pendant qu'il le fait. Qu'est-ce qui empêcherait M. Netanyahou de détruire Fordow avec une arme nucléaire? Il en faudrait probablement plusieurs, l'une après l'autre, un peu comme l'assassinat de Nasrallah à Beyrouth, où des bombes anti-bunker ont été utilisées successivement. Je crois qu'il en a fallu une trentaine pour atteindre le niveau où lui et son entourage étaient retranchés. C'est donc un moment très dangereux. Et je sais que vous êtes maintenant à Pékin, mais il me semble que vous êtes simplement en Inde. Je ne pense pas que les Indiens et les Pakistanais soient particulièrement amusés par les affirmations de M. Trump, selon lesquelles il aurait personnellement arrêté leur guerre. Je crois qu'ils ont eu la sagesse de reconnaître que franchir le seuil nucléaire ne serait pas une bonne idée, et cela a ramené les deux camps à la raison. Un dernier point à ce sujet, cependant, c'est que cela n'est pas sans lien avec l'avenir en Asie de l'Ouest. Car dans la mesure où Israël a réussi à neutraliser les défenses aériennes de l'Iran, et on nous dit que Vladimir Poutine a proposé de construire des défenses aériennes pour l'Iran, et que l'Iran a décliné l'offre, sans doute en partie à cause de l'histoire tourmentée entre l'Iran et la Russie en tant qu'adversaire, mais aussi peut-être par fierté nationale ou par volonté de ne pas s'aligner avec la Russie d'une manière que les États-Unis auraient jugée menaçante pour de nombreuses raisons. Mais pour une raison quelconque, l'Iran n'a pas accepté cela. Mais je pense qu'à la suite de cette guerre, il est très probable qu'il reconsidère son refus d'accepter l'aide russe. Et je pense que les Chinois, qui ont été très prudents pour éviter toute implication dans le monde, pourraient en fait être disposés à fournir des armements similaires à ceux qu'ils ont fournis au Pakistan, qui a plutôt bien réussi lors de la guerre récente, défense aérienne, et à l'Iran. Et pourquoi? Parce que tout le monde analyse la position chinoise en Asie de l'Ouest en des termes quasi stratégiques. Mais je pense qu'il y a plus en jeu.
Le type de monde que les Chinois veulent construire est un monde dans lequel une nation n'attaque pas la souveraineté d'une autre et dans lequel personne n'est sans défense. Et donc je peux, et dans laquelle le droit à l'autodéfense que possède l'Iran est reconnu. Israël affirme qu'il s'agit uniquement d'autodéfense, mais c'est bien sûr absurde. Il s'agit d'une guerre d'agression, d'une guerre de choix, une guerre non provoquée s'il en est. Mais l'Iran a le droit à l'autodéfense. Et il se pourrait bien que les Chinois considèrent qu'il est de leur devoir international d'aider l'Iran à maintenir une défense. Je pense donc que nous parlons d'un environnement très différent en ce qui concerne les relations entre grandes puissances dans la région. Et je ne pense pas que quiconque soit rassuré, ni du côté arabe, ni du côté turc, ni du côté islamique, si l'on veut, par les incertitudes de M. Trump. Je voudrais discuter un peu plus de la Chine et de la Russie dans cette équation. Mais d'abord un commentaire rapide sur l'état de stress et de surcharge du complexe militaro-industriel américain. J'ai récemment reçu la Dr. Joanna Lei de Taïwan, ancienne députée du KMT, et lors de l'une de nos discussions sur les relations de défense entre Taïwan et les États-Unis, ainsi que sur les contrats de défense, elle a expliqué que Taïwan a été contraint de passer de nombreux contrats de défense avec des vendeurs d'armes américains, et que ces contrats ont bien été passés. Mais il y a eu des retards à répétition, tandis que d'un autre côté, il y a une montée de l'hystérie orchestrée par le DPP, selon laquelle Taïwan devrait participer à l'antagonisme contre la RPC, ou disons que Taïwan devrait jouer le rôle d'État de première ligne dans la politique américaine de containment de la Chine. Je voudrais vous interroger un peu sur ce que vous venez de dire à propos de la Russie et de la Chine. Car d'un côté, les médias occidentaux nous disent que la Russie et la Chine agissent comme des spectateurs, du moins dans le cas de la Russie, comme des alliés. L'Iran est attaqué, selon leurs propres termes. Bien sûr, il faut se rappeler que même en Syrie, la Russie a mis un certain temps avant de s'impliquer profondément dans le conflit syrien. On ne peut donc pas exclure cette possibilité. Pourriez-vous donc commenter votre perception de la volonté et de la capacité de la Russie à ce stade de participer à ce conflit dans l'hypothèse d'une participation à grande échelle des États-Unis? Et très brièvement, votre avis sur la Chine. J'avais une lecture différente vis-à-vis du Pakistan et de l'Iran, parce que j'ai accueilli le professeur iranien Fouad Izzadi, et nous avons discuté de cette question. Il était plus ou moins réticent à l'idée de trop compter sur la Chine et la Russie, car selon lui, la Chine et la Russie n'ont rien fait, alors que Gaza est bombardée, et donc on ne peut pas compter sur elles. Ce serait bien s'ils pouvaient nous soutenir, mais on ne peut pas s'y fier. Deuxièmement, je pense que dans le cas du Pakistan, c'est un peu différent, parce que le Pakistan a été une très grande puissance militaire. Il investit dans sa défense militaire depuis très longtemps. Et la Chine a fourni 80% de ses armes, même avant l'escalade qu'elle a eue avec l'Inde. Donc c'est pas au moment de cette escalade que tout a commencé, que tous les avions de chasse et les missiles ont été livrés ce jour-là. L'Inde avait participé à cette aventure malheureuse. Je ne pense pas qu'il existe ce type de relation avec l'Iran. Il s'agit surtout de contrats, d'achat de pétrole iranien et de contournement des sanctions occidentales. Donc, quel est votre avis sur la position finale de la Chine et de la Russie si le président Trump décidait de lancer une guerre à grande échelle? Eh bien, vous avez qualifié la relation entre la Russie et l'Iran d'alliance. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un partenariat stratégique qui consiste essentiellement en une assurance négative selon laquelle aucune des deux parties n'aidera un ennemi de l'autre,
Cela n'engage pas non plus l'une ou l'autre à venir en aide à l'autre en cas d'attaque. Ce n'est donc pas une alliance. C'est une sorte d'entente négative, si vous voulez. Entente, if you will. And I think China. Qu'était la Syrie pour la Russie? Pouvez-vous également nous éclairer à ce sujet? Syria was a different issue entirely. I was going to come to La Syrie était une question totalement différente. J'allais justement y venir. La Russie, tout d'abord, était assez écœurée par le gouvernement Assad. Elle avait exhorté ce gouvernement à entreprendre des réformes et à être plus inclusif. Mais elle s'était heurtée à une résistance totale de la part d'Assad. Il est très ironique qu'il ait fini par trouver asile en Russie, car en réalité, ils étaient vraiment rebutés par lui. because in fact they were very turned off by him. And they have a very complicated. Et ils ont une situation très compliquée. Je me demandais, qu'était la Syrie en 2015 pour la Russie? En quoi la Syrie était-elle différente en 2015 pour la Russie, lorsque la Russie a décidé d'intervenir? No, Russia made a very minimal investment of La Russie a investi très peu de force en Syrie, ce qui lui a rapporté d'énormes dividendes diplomatiques. Et la Russie continue d'accorder de l'importance à sa base navale en Syrie. Et il me semble que les modalités de cette présence sont encore en cours de négociation. Mais la Russie n'avait qu'un intérêt très limité en Syrie, et elle a des intérêts tout à fait différents en ce qui concerne l'Iran. Mais je pense que les Iraniens ont tout à fait raison. Ils ne peuvent compter sur personne. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un pays qui existe depuis 2700 ans sous une forme ou une autre. Les Romains ont mis 5 siècles à essayer de le soumettre et ont échoué. Je veux dire, c'est un pays qui est habitué à l'autosuffisance. Il faut aussi dire en termes de position géopolitique ou géoéconomique qu'il s'agit d'un carrefour majeur. L'initiative indienne à Chabahar pour relier via l'Iran Saint-Pétersbourg, un corridor de transport nord-sud ou sud-nord, illustre la centralité de l'Iran dans ce contexte. Il en va de même pour le fait que les Chinois commencent la construction du chemin de fer de Kashgar à travers Bishkek jusqu'à Tashkent, puis vers Téhéran. Nous avons donc à la fois une connexion sud-nord et est-ouest à travers l'Iran, ce qui en fait un emplacement stratégique majeur. Laissez-moi parler du Pakistan. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Les Pakistanais dépendent fortement des Chinois pour leur armement, et c'est une relation de longue date, qualifiée de relation tout temps. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait exact. Je pense que les Chinois ont un intérêt très clair dans la survie du Pakistan. C'est donc un État protégé du point de vue de la Chine. Et l'intérêt est simple. Cela contrebalance l'hégémonie indienne en Asie du Sud. Et la Chine fait partie de l'Asie du Sud en raison de sa région autonome du Tibet. Donc elle a un intérêt stratégique et géopolitique très fort à garantir la survie du Pakistan. Cela ne lui confère cependant aucun engagement à agir directement, si ce n'est à renforcer suffisamment le Pakistan pour assurer sa propre survie. Je pense que nous pourrions arriver à la même conclusion en ce qui concerne l'Iran, mais ils n'en sont pas encore là. Jusqu'à présent, je l'admets, à l'époque du Shah, j'ai personnellement contribué à convaincre les Chinois de normaliser leurs relations avec l'Iran. Ils n'avaient pas de relations. Cela faisait partie de l'effort visant à les rallier à la politique de confinement de l'Union soviétique. Mais contrairement à d'autres, ils ont tenu bon. Ils n'ont pas réagi de manière inappropriée à la révolution islamique et ont conservé une relation correcte avec l'Iran. Ils sont un peu déconcertés par l'Iran. La révolution islamique leur a rappelé à bien des égards leur propre révolution culturelle, ce qui n'était pas une comparaison flatteuse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de se limiter à la qualité de l'armement. La qualité de l'armement que la Chine a fourni au Pakistan est en train de créer un marché d'exportation d'armes pour la Chine ailleurs.
Ainsi, les F-16 de l'armée de l'air égyptienne sont remplacés par des J-15 chinois de Chengdu. Et nous voyons maintenant les débuts des exportations de systèmes de défense aérienne chinois, HQ, ceci, cela et d'autres encore. Ce sont des copies, mais dans de nombreux cas des améliorations d'équipements russes. Les défenses russes qui sont excellentes, je veux dire les Russes ont une technologie remarquable dans ce domaine. Ce que je veux dire, c'est que toute guerre doit finir d'une manière ou d'une autre. Cette guerre ne se terminera pas par la disparition de l'Iran en tant que société ou pays, et il est peu probable qu'elle se termine par la disparition d'Israël. Bien que je dirais que la probabilité d'un changement de régime en Israël à la suite de cette guerre est plus grande qu'en Iran. Parce que, et je vais expliquer cela, vous savez, le gouvernement iranien a été confronté par ses citoyens à un manque d'enthousiasme manifeste, à de l'opposition dans certains milieux, à du dénigrement, à un sentiment que le gouvernement n'était pas très compétent et qu'il ne répondait pas aux attentes du peuple. Et il a en fait été élu sur la base d'un programme visant à traiter ces questions. Ironiquement, bien sûr, il s'est retrouvé pris dans cette série d'horreurs israéliennes dans la région et n'a pas été accueilli par l'Occident comme il aurait dû l'être. Mais l'Iran s'est retrouvé uni par cette guerre à un degré qui aurait été inimaginable auparavant. Il s'agit d'une attaque contre la nation iranienne. Ce n'est pas une attaque contre l'ayatollah. Peut-être l'ayatollah, le guide suprême, qui a 86 ans et devrait donc penser à des plans de succession. Il existe d'ailleurs un mécanisme en place qui permettrait très rapidement, il y a un conseil de 88 religieux qui élirait un nouveau guide suprême. La constitution iranienne est bien plus complexe et résiliente que beaucoup ne l'imaginent. Quoi qu'il en soit, qu'il reste ou non, il ne s'agit pas d'individus. Et c'est là que l'on retrouve cette croyance très naïve de la part des Israéliens et de certains Occidentaux, selon laquelle il suffirait de changer la direction pour que les intérêts du pays et sa détermination s'effondrent. Je ne pense pas que cela se passe ainsi. J'aimerais savoir où cela s'est produit. Et j'aimerais aussi comprendre pourquoi les bombardements n'ont pas permis de changer le régime au Vietnam, mais qu'ils y parviendraient en Iran. Vous savez, est-ce que ça a changé quelque chose? Le gouvernement britannique est-il tombé pendant le Blitz? Ou bien le peuple britannique s'est-il rallié derrière Churchill? Je pense qu'il était un orateur talentueux, un peu fou par certains aspects à mon avis. Mais bref, est certainement un homme dépassé par la société moderne. Je veux simplement dire qu'en contraste avec la nouvelle unité iranienne, Israël est profondément divisé. Les différents piliers de l'État, l'armée, les agences de renseignement, sont tous en désaccord avec le ministre des Affaires étrangères. La population laïque déteste les nervis théocratiques présents au sein du cabinet. Les colons sont en révolte contre le gouvernement. Les ultra-orthodoxes craignent la conscription et sont mal à l'aise. Les libéraux israéliens, dans la mesure où il en existe, au sein de cette enclave raciste de démocratie, un peu comme la démocratie africanaire en Afrique du Sud. C'était une démocratie, mais pas pour tout le monde. Dans cette démocratie, les gens sont profondément bouleversés par la tentative de détruire l'indépendance du pouvoir judiciaire par des mesures antidémocratiques. Et Israël est en difficulté. Quand on voit Ben Gvir, le ministre de la Sécurité, affirmer que toute personne regardant Al Jazeera devrait être passible de sanctions pénales. On peut voir qu'il y a un problème. Il essaye de cacher la vérité au peuple. La censure militaire est contournée d'une certaine manière par des médias comme Al Jazeera. C'est pourquoi je dis, pour conclure, l'Iran dispose d'un processus de succession qui est imminent, établi et institutionnalisé. Ce pays a été uni au niveau national par cette guerre,
Israël ne possède pas ces atouts. Et bien que la population israélienne ne se soit pas soulevée contre le gouvernement malgré les souffrances qu'elle endure actuellement, les Israéliens n'ont pas la réputation d'être stoïques. Ils sont connus non pas pour leur lâcheté, mais pour leur réaction émotionnelle face aux menaces, qui incluent l'émigration et d'autres choses. Donc je me demande, comment tout cela va-t-il se terminer? Je ne sais pas, mais je veux dire, je ne m'attends pas non plus à ce que l'Iran ou Israël disparaissent. Mais je pense que cela va changer la physionomie de toute la région. Cela va redessiner les relations entre les grandes puissances. Et tout cela sans supposer que M. Trump n'attaque pas imprudemment l'Iran, alors que ses propres militaires lui diraient « Vous ne pouvez pas détruire Fordo autrement qu'avec des armes nucléaires ». Ce que je ne pense pas que même Trump serait enclin à utiliser. S'il attaque l'Iran, l'Iran a déjà dit, et je les crois, qu'ils s'en prendront aux bases et au personnel américain dans toute la région. Ils couleront des navires, ils tireront sur des bases comme Al-Udeid, ou, oh là là, je n'arrive plus à me souvenir du nom de la base aérienne dans le nord de l'Irak. Je sais quelque chose ou autre. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Mais il y a beaucoup de personnel américain à portée de l'Iran, et ils en souffriront. Donc dans les circonstances actuelles, où la grande majorité du peuple américain est profondément inquiète et mécontente de la trahison par M. Trump de sa plateforme de candidat, qu'il apporterait la paix dans le monde, qu'il unirait le monde alors qu'il fait le contraire. Vous savez, la réaction aux États-Unis ne serait pas la même qu'après Pearl Harbor, s'il y avait des pertes importantes. Donc, et même s'il y avait une telle réaction, nous ne sommes pas en position de devenir l'arsenal de qui que ce soit à ce stade, en raison de l'épuisement de notre base militaro-industrielle auquel vous avez fait référence. L'une des choses que beaucoup de gens pensaient pouvoir être une issue à ce conflit était que, même si la campagne de bombardement, et cela a été même cru par le conseiller à la sécurité nationale israélien, ne permettrait pas d'éliminer le programme nucléaire. Donc, à moins de changer d'un changement de régime, l'autre possibilité était que la campagne de bombardement exercerait une pression énorme sur l'Iran pour qu'il cède davantage lors des négociations parallèles qu'il menait avec les États-Unis. Mais ce qui s'est effectivement passé maintenant, c'est que, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, nous avons cessé de parler aux Américains. Et les Européens ne sont que des bouffons. Je veux dire, ils répètent encore ces caricatures sur le droit d'Israël à se défendre, l'enrichissement zéro et la limitation drastique du programme de missiles balistiques de l'Iran. Ce qui revient à dire que l'Iran devrait se suicider ou se rendre, ce qui n'arrivera jamais. Mais puisque les discussions entre les États-Unis et l'Iran ont cessé, il me semble que la situation est extrêmement dangereuse, car la seule issue que je vois serait de continuer indéfiniment ce conflit, ou même d'y entraîner l'Amérique et d'étendre ce conflit dans la région. Voilà donc ma dernière question ou remarque. Merci d'y répondre, puis je vous laisserai partir. Eh bien, ce n'est pas une question simple. Aucune de vos questions n'a été simple, d'ailleurs. Je pense qu'il existe encore des contacts entre les États-Unis et l'Iran. Nous pouvons discuter. Ce qui n'a pas lieu, c'est une négociation. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de négociation, c'est que les exigences totalisantes d'Israël ont été adoptées par les États-Unis. À savoir, pas de retraitement, pas de force de missiles, pas de relation avec ce qu'on appelle l'axe de la résistance, reddition, subjugation, en d'autres termes, réduire l'Iran au niveau de la Syrie, ce qui ne sera accepté par aucun Iranien. Un point connexe est évident. Dans la mesure où cela est conçu comme une opération de changement de régime, rien ne permet de croire que le régime successeur
serait autre chose que plus déterminé à développer une capacité de dissuasion. A deterrent. Donc ce sont quelques points. I think there is a way out of this. Je pense qu'il existe une issue à cette situation qui pourrait répondre à la fois aux exigences iraniennes et américaines, voire israéliennes. Je crois que M. Witkoff avait en fait accepté à un moment donné l'enrichissement à hauteur de 3,67%, puis a été contraint de se rétracter sous la pression du lobby israélien et insiste désormais sur le fait qu'il ne peut y avoir aucun retraitement. Nous pourrions faire plusieurs choses. Tout d'abord, on pourrait essayer de confier le rôle d'interlocuteur avec les Iraniens à quelqu'un d'autre, puisqu'il s'est discrédité en changeant constamment de position, en manquant de cohérence et en ne tenant pas les résultats des discussions. Deuxièmement, il semble que les Iraniens aient proposé que le retraitement soit effectué sur une base régionale multinationale. C'est-à-dire que les Saoudiens et d'autres participeraient au retraitement du combustible, ce qui instaurerait des contrôles et des équilibres, puisque les Saoudiens n'ont absolument aucun intérêt à faciliter l'acquisition d'une arme nucléaire par l'Iran, pas plus que les Émirats arabes unis, un autre participant évident. Les Iraniens, cependant, ont déclaré que cela devait se faire sur le sol iranien, et non à l'étranger. Eh bien, il existe quelques petites îles appelées les Lesser Tums dans le golfe Persique, près du détroit d'Ormuz, que l'Iran et les Émirats arabes unis se disputent. L'Iran affirme qu'elles sont iraniennes. Les Émirats disent non, elles sont émiraties. Eh bien, faites le retraitement là-bas, ainsi les deux parties peuvent obtenir ce qu'elles veulent. L'Iran peut prétendre que c'est sur le sol iranien. D'autres peuvent participer afin de garantir qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires iraniennes. Donc je veux dire, je pense qu'il existe des moyens imaginatifs de résoudre ce problème si l'on fait preuve d'imagination plutôt que de colère émotionnelle. Mais l'essentiel ici, c'est qu'il faut revenir en arrière et examiner la situation dans son fondement. Nous avons ici une puissance nucléaire Israël, non déclarée, mais dont il est bien connu qu'elle possède l'arme nucléaire, attaquant une puissance non nucléaire afin de maintenir son monopole nucléaire dans la région. Elle l'a fait en violation de toutes les lois et conventions internationales, y compris la Charte des Nations Unies, que l'on puisse imaginer. Elle l'a fait avec une impunité apparente de la part de l'Occident. L'impunité va-t-elle continuer de la part des autres? C'est là que les Russes et les Chinois, ce qu'on appelle le Sud global, entrent en jeu. Les gens veulent-ils vraiment que les normes du futur soient fondées sur le comportement israélien, ou préfèrent-ils poursuivre l'ordre d'après-guerre qui est aujourd'hui en lambeaux, mais qu'il n'est pas impossible de reconstruire? Encore une fois, nous avons une réunion des BRICS qui approche à Rio de Janeiro dans, 2 ou 3 semaines. Je crois que c'est le 8 ou 9 juillet. Quelque chose comme ça. C'est une occasion pour les gens de discuter de cette question de manière constructive et de proposer une solution. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que certainement Israël, mais peut-être aussi l'Iran, seront à court de munitions à ce moment-là. Il serait donc peut-être judicieux que tout le monde prenne un peu de recul. Je pense donc qu'il ne faut pas renoncer à la diplomatie. Malheureusement, je dois dire que mon pays ne semble pas savoir ce qu'il est en ce moment. Mais peut-être qu'un miracle se produira et que nous le redécouvrirons. L'un des grands problèmes ici, pour être honnête, c'est l'incompétence fondamentale du gouvernement américain. Ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire l'élément compétent du gouvernement qui perdure d'une administration à l'autre, a été vidé de sa substance. Notre politique n'est pas guidée par une compréhension solide de la réalité, mais par des hallucinations paranoïaques. Nous imaginons des menaces inexistantes. Et ici, nous voyons tout le scénario de l'invasion de l'Irak se rejouer.
Il faut trouver ces armes de destruction massive et les éliminer. Eh bien, il n'y en avait pas. Maintenant, nous avons ici un programme nucléaire inexistant qu'il faut détruire. C'est de cela que parlaient les Européens à Genève. C'est donc l'infaisable à la recherche de l'inexistant. Cela n'a aucun sens. Et peut-être que quelqu'un arrivera à donner un sens à tout cela, au final. Je suis désolé de dire que je ne pense pas que ce sera Monsieur Trump ou mon gouvernement à Washington. Si c'est mon gouvernement, je ne sais même plus très bien, ces temps-ci, de quel gouvernement il s'agit. Nous allons donc en rester là, je l'espère. Cette discussion a été utile. Je vous souhaite à tout le meilleur et vous encourage à poursuivre votre excellent travail. Merci beaucoup, ambassadeur Freeman. Passez une excellente fin de journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.